s'apprête à accueillir demain mardi 11 novembre 2025 la première édition du Salon international de la défense et de la sécurité pour 4 jours. Cette première vise à permettre aux décideurs, acheteurs et délégations officielles de voir concrètement les capacités opérationnelles des équipements exposés avant d'envisager des partenariats ou des acquisitions. « 2025, année de la culture », le mois de novembre est parrainé par Dr Samuel Sidibé. Archéologue chevronné, M. Sidibé a imprimé sa marque au Musée national qu'il a dirigé pendant 30 ans. Il a aussi 12 ans durant été le délégué général de la Biennale africaine de la photographie aux rencontres de Bamako. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre l'ORTM. En droite ligne des recommandations issues des États généraux de la santé, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a lancé ce matin au centre de santé de référence de Korofina un vaste chantier pour renforcer l'infrastructure hospitalière du pays. 15 nouveaux projets d'hôpitaux verront le jour à travers le Mali dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. L'objectif pour le président Goïta est de rapprocher les soins des populations et garantir un accès équitable à des services de santé de qualité. Le dit programme a été intégralement financé sur le budget national. Les 15 établissements seront appelés à transformer durablement le paysage sanitaire malien. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions avec Garibou Pérou et Adama Kamara. Je vous l'annonçais à l'instant, Bamako s'apprête à accueillir demain mardi 11 novembre 2025 la première édition du Salon international de la défense et de la sécurité pour 4 jours. Cette première vise à permettre aux décideurs, acheteurs et délégations officielles de voir concrètement les capacités opérationnelles des équipements exposés avant d'envisager des partenariats ou des acquisitions. La tenue du BAMEX contribue à renforcer la souveraineté et la sécurité nationale et positionne le Mali comme hub régional et montre l'engagement politique fort des autorités pour les questions de défense et de sécurité au Sahel et en Afrique. Les enjeux du BAMEX 2025 avec Bemba Sibi. L'axe Bamako-Ankara se renforce. Au-delà des engagements, des actions concrètes de développement et de sécurité sont posées. Et la première édition du Salon international de la défense et de la sécurité de Bamako, BAMEX 2025, en est une belle illustration. L'excellente relation de coopération avec la Turquie, fondée sur la confiance, a favorisé l'organisation de cet événement à portée stratégique majeure. Stratégique car organiser le BAMEX 25, c'est d'abord montrer la volonté des autorités de trouver des solutions modernes et innovantes pour une meilleure protection des personnes et de leurs biens, mais aussi préserver l'intégrité territoriale. Le BAMEX 2025 offre une plateforme unique pour valoriser le dialogue stratégique entre décideurs, experts, chercheurs et praticiens. Le BAMEX 25 est un salon de promotion et de présentation des technologies de défense. Il permet au Mali et à l'Afrique tout entière de renforcer leur partenariat stratégique tout en positionnant le Mali comme un hub régional en matière de défense et de sécurité. Le BAMEX ouvre à l'Afrique des innovations mondiales en matière de défense et de sécurité, ce qui va certainement contribuer à renforcer les partenariats bilatéraux et multilatéraux essentiels dans un domaine aussi sensible que la sécurité. L'attractivité du Mali est aussi renforcée car le BAMEX 25 est une plateforme unique en Afrique où se rencontrent forces armées, gouvernements, industriels, experts et médias pour découvrir les dernières innovations technologiques en matière de défense, échanger sur les stratégies de sécurité et établir des partenariats. Le choix du Mali pour abriter ce salon n'est pas un hasard. En effet, notre pays occupe une place centrale au Sahel et en Afrique de l'Ouest et constitue aujourd'hui un carrefour stratégique pour la coopération internationale en matière de défense et de sécurité. Accueillir BAMEX 25 ici, c'est reconnaître le rôle majeur du Mali dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain. Comme vous le savez, les défis et les enjeux en matière de défense et de sécurité évoluent très rapidement. Nous avons le devoir d'anticiper les risques et menaces qui éprouvent nos États et d'y apporter les réponses les plus appropriées pour le bonheur de nos populations dont la seule quête est de vivre dans un environnement sécurisé.
Le Salon international de la défense et de la sécurité de Bamako s'annonce comme le plus grand rendez-vous de défense d'Afrique en termes d'envergure, de portée et d'importance stratégique. L'événement s'ouvre ce 11 novembre pour 4 jours, 2 jours consacrés à l'exposition de technologies et matériels, de conférences et tables rondes et 2 jours de démonstrations et d'ateliers pratiques. Le BAMEX 25, ce sont des solutions innovantes pour la défense et la sécurité dans un contexte marqué par de multiples menaces sécuritaires. Et le challenge de cette première édition est de mettre l'Afrique au cœur des innovations mondiales de défense. L'association malienne des juristes vivant avec un handicap a animé une conférence de presse axée sur les défis liés à la promotion et à la protection des personnes vivant avec un handicap au Mali. Cette conférence des juristes vivant avec un handicap plaide pour une meilleure protection de leurs droits. C'était au siège de l'Institut national de formation judiciaire. Maître Demba Diallo, Aliou Abdoulaye Touré a suivi la conférence pour nous. Face aux journalistes, le président de l'Action malienne des juristes vivant avec un handicap a rappelé que malgré les avancées juridiques et institutionnelles, les personnes en situation de handicap continuent de faire face à de nombreuses difficultés d'inclusion sociale, professionnelle et juridique. Il y a des défis énormes qui sont sous-entendus souvent. Il y a l'opérationnalisation des droits. Parce que nous avons constaté, nous, personnes vivant avec un handicap, qu'au-delà des cérémonies, au-delà la pratique en est une autre chose, parce que nos droits sont méconnus. À sa suite, le conférencier a notamment insisté sur la nécessité d'une meilleure application des textes existants et d'une prise en compte effective des personnes vivant avec un handicap dans la politique publique. Des actions importantes ont été réalisées par l'État en matière de promotion des droits des personnes handicapées. Nonobstant, il y a des défis importants. Un des défis, c'est véritablement de faire de l'accessibilité, je dis bien de l'accessibilité, une réalité pour les personnes handicapées. Cette accessibilité doit être à la fois l'accessibilité physique au bâtiment. Il y a un deuxième défi, c'est le défi de l'éducation pour les personnes vivant avec un handicap. Cette rencontre, selon les organisateurs, s'inscrit dans une dynamique de plaidoyer en faveur d'une société plus inclusive et équitable où chacun, quelle que soit sa condition physique, peut pleinement participer à la vie nationale. Sur un autre plan, cérémonie de clôture du mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dans la cour du gouvernorat de Kidal en présence de toutes les autorités. Le thème retenu cette année est Solidarité dans la diversité culturelle, base d'une société inclusive. Reportage Idrissa Djibrila Maïga, Moussa Sanotogo, thème Kidal. Cette distribution des vivres et non-vivres aux personnes déplacées internes de Takalout, Arilhik, Intkwa, Intidban, les personnes vivant avec un handicap et les femmes Mama Yelen, par le représentant du gouverneur de région, vient mettre fin aux activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dans la région de Kidal. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom du conseil communal et au mien propre et à ma qualité de parrain régional pour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de clôture de la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dans notre région. Être parrain est un honneur et même un grand honneur parce que ce n'est pas dû au hasard. Des attestations de reconnaissance ont été décernées aux parrains du mois pour leur engagement et leur détermination. Nous voilà ce matin pour la clôture de la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dans notre région pour manifester notre élan de solidarité en direction des couches les plus vulnérables, à savoir les personnes âgées, les veuves des militaires, les civils, des personnes vivant avec un handicap, des femmes seules chargées de famille, les enfants en situation difficile, les personnes déplacées internes et les victimes d'inondations. Vivement la prochaine édition du mois de la solidarité dans un Mali en paix.
Des salles de classe fraîchement rénovées donnent vie à l'école du village de Guénissou dans le cercle de Kenyeba. Ce geste citoyen initié par le président de la société civile de Kenyeba, M. Mamadou Kouyaté, témoigne de son engagement en faveur de l'éducation dans la commune de Kassama. Les commentaires de Soumaou Haïdara. C'est un vent de renouveau qui souffle sur l'école publique de Guindissou dans la commune de Kassama, cercle de Kenyeba. Face à la dégradation des salles de classe du second cycle, le président de la société locale de Kenyeba s'est mobilisé pour offrir aux élèves un cadre d'apprentissage plus décent. Grâce à cette initiative citoyenne, les salles de classe ont été réhabilitées pour un montant d'environ 10 millions de francs CFA. Une action citoyenne saluée par la communauté. Je suis très content. Cette école-là, c'est moi qui devrais le faire. Mais la commune n'a pas les moyens. Et Fédé, lui seul, il a fait. Vous voyez, ça nous interpelle. Donc, je demande à la population, à toute la communauté. Nous sommes 30 000 personnes dans la commune. Une commune très grande qui compose 26 villages. Donc, si on fait comme un Fédé, on peut faire ça, on peut faire beaucoup de choses comme ça. Dans un monde où l'excellence est la clé de voûte de toute réussite, il est impératif, voire vital, que nos enfants aient accès à un environnement d'apprentissage de qualité pour acquérir des compétences exploitables à l'avenir au grand bonheur non seulement de leurs familles respectives, mais aussi de la nation tout entière. La rénovation de ces salles de classe illustre également la ferme volonté du donateur d'établir une égalité des chances. Chefs coutumiers, responsables religieux, autorités locales et acteurs de l'éducation ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs. Mamadou Kouyaté a aussi rappelé l'importance du système éducatif dans le développement local. En revenant de Djoula-Fondouba, où s'est déroulée une cérémonie similaire organisée par les enfants de Fé Fadjala Keita, une sommité du monde de l'éducation dans les cercles, voire du pays, qui ont construit et équipé toutes les écoles. Mon attention a été attirée par ce bâtiment de 3 classes dans un état de vétusté et de dégradation très avancé, où étaient assis dans des salles poussiéreuses des enfants avides d'apprendre. Arrivé à Kenyeba, toute ma nuit a été hantée par l'image de ce bâtiment. L'inauguration des nouvelles salles de classe a également été marquée par la remise d'attestations de reconnaissance aux différents acteurs. Le donateur a profité de l'occasion pour inviter d'autres bonnes volontés à joindre leurs efforts afin de renforcer davantage le secteur éducatif dans les cercles de Kenyeba. À Tombouctou, la culture se vit au rythme des traditions. Elle est partout, y compris dans le Mada, un rituel bien structuré regroupant des experts rendant hommage au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pendant le Mauloud. Notre équipe de reportage vous dévoile les secrets qui entourent la lecture des panégyriques. Célébrant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le Mada est dirigé par une personnalité très influente dans la communauté des panégyristes. On appelle le Cheikh Al-Mada. Il organise la lecture, il ajuste le ton, il corrige les erreurs. Chaque point de lecture de la ville a son propre Cheikh Al-Mada. Pour plus de détails, Nadim Baba Sissé et Mahamadou Askofari. À Tombouctou, la culture est profondément ancrée dans tous les aspects de la vie et même la religion n'y échappe pas. Ainsi, le Mada ou lecture panégyrique occupe une place particulière. Il s'agit des séances de récitation poétique destinées à rendre hommage au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, durant la célébration du Mauloud. Et le Mada, on lit un livre spécifique qui est Ibn Muhib, qui est d'un Andalou, Al-Fazazil l'Andalousie. C'est le livre le plus lu ici. Mais on lit aussi d'autres poèmes panégyriques. Ces moments de ferveur spirituelle sont dirigés par une personnalité très respectée, appelée le Cheikh Al-Mada, en raison de son rang et de sa valeur aux yeux de la communauté des panégyristes. Chaque point de lecture dispose de son propre Cheikh Al-Mada. Le Cheikh Al-Mada, c'est une personnalité connue d'une famille qui maîtrise les panégyriques
Donc les mélodies, les intonations, tout ça. Et donc le Cheikh Al-Madar, c'est lui qui coordonne la lecture du Mad. Il coordonne, il dirige. Il y a 2 groupes de lecteurs, un premier et un second. C'est lui qui les donne. C'est lui qui suit tout le monde à la moindre erreur, il peut arrêter et corriger. Donc c'est lui qui donne aussi l'intonation. Il y a des périodes où on lit lentement, il y a des périodes où on lit longuement, il y a des périodes où on élève la voix, il y a des périodes où on abaisse. Donc c'est lui qui est l'ordonnateur de tout. La mosquée de Djingarayber fut la première à organiser les séances de Maddah avant que la tradition ne s'étende aux autres grandes mosquées de la ville. Le Mouloud même sous cette forme a débuté à Djingarayber avec Aboul Qasim Touati. Donc c'est lui qui le tout premier faisait lire les panégyriques et en pleine lecture il tirait des pains tout chauds du nez pour distribuer aux lecteurs. Bien vrai que la mosquée de Djingarayber fut le premier point de lecture. Et après, depuis l'an 1591, Sankoré fut indépendant. Et pendant cette période, il y a une famille qu'on appelle les Sanhaj. Le rôle de l'imama leur a été confié. Et ces Sanhaj ont eu des cousins qu'on appelle les Bani Laoutoun. C'est eux qui les secondent au rôle de substitut et on les a attribué aussi le rôle de cheikh. La nuit de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les cheikhs et descendants des familles des grands panagéristes tels que la famille Alamine Sissé de Djingarayber, les Wangara de Badjinde et les Balilaoutoun de Sankoré offrent un dîner aux lecteurs avant que ceux-ci ne se rendent aux différents lieux de lecture. Donc on met importance. Ce dîner que les cheikhs offrent est un symbole de cohésion entre les populations et ça se passe une fois par an à chaque naissance. Comme vous pouvez le constater, des hautes personnalités sont là et mangent comme tout le monde. Depuis que nous on a trouvé que vraiment c'est le même rythme, rien n'a changé, les gens sont contents, tout le monde est content. Nous prions le bon Dieu que ça continue avec toutes les générations qui vont venir. Ça c'est une occasion qui date de très longtemps. Nous avons hérité ça de nos arrière-grands-pères, aux grands-pères, jusqu'à nos papas. Donc à chaque fête de Mouloud, la naissance, c'est le Cheikh Al-Madar qui organise un dîner pour les lecteurs. Donc après le dîner, ils vont se retrouver à la mosquée pour les louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, on se donne au revoir, on fait des vœux pour tout le pays, la ville et tout le monde. À Djingarayber, tout comme à Sankoré et Sidieya, les panagéristes se répartissent en file et alternent les récitations selon un rythme tantôt accentué, tantôt adouci, sous le regard attentif du Cheikh Al-Maddah. À la fin des éloges au prophète, le Cheikh, généralement le plus âgé et le plus expérimenté, est raccompagné jusqu'à son domicile, à pas cadencé des panagéristes, récitant à basse voix 2 proses distinctes. C'est des poèmes d'un poète qu'on appelle Fasdouk. Et le premier poème c'est Haza Selil et le deuxième c'est Talib al-Ilm. Bon, le premier poème c'est un poème à la mémoire, à la gloire d'un petit-fils du prophète. Et l'autre c'est en faveur des vertus du savoir. Dans le murmure des voix qui s'élèvent pour célébrer le prophète, c'est toute l'âme de la cité des 333 saints qui continue de vibrer, fidèle à sa foi, à sa poésie et à son héritage spirituel. Les jeunes sont invités à perpétuer cette tradition à la fois religieuse et culturelle. Je vous l'annonçais dans les titres, 2025, année de la culture oblige. Le mois de novembre est parrainé par le docteur Samuel Sidibé, archéologue chevronné, homme de culture par excellence. Monsieur Sidibé a imprimé sa marque au Musée national qu'il a dirigé pendant 30 ans. Il a aussi 12 ans durant été le délégué général de la Biennale africaine de la photographie aux rencontres de Bamako. Actuel directeur du parc national, l'homme est un modèle dans sa lutte contre le
trafic illicite des biens culturels. Sur les traces du docteur Samuel Sidibé, parrain de ce mois de novembre de l'année de la culture, une signature de Cheikh Oumar Sankaré et Mariam Koulibaly. Derrière son calme olympien, l'incarnation de la muséologie au Mali. Samuel Sidibé a vu le jour au début des années 50 à Somasso, au pays Minyanka, dans le cercle des Blancs. Il continue sa scolarité en obtenant son diplôme d'études fondamentales DF à l'école primaire protestante de Yorosso avant d'entrer au lycée Badala de Bamako en 1968. Après le baccalauréat, Samuel voit son rêve d'homme des droits s'envoler car seul le destin a raison sur l'homme et il l'entraîne dans le domaine de l'archéologie. Donc le choix de l'archéologie était donc pas un choix personnel, c'était un choix dicté par le ministère de l'Éducation à l'époque. À l'époque d'ailleurs on ne disait pas archéologie, on disait muséologie. Et j'avais été donc en France pour faire des études de muséologie parce que je pense qu'à l'époque ça correspondait à un plan que l'État avait fait pour le développement des musées. Ainsi, à l'université de Clermont-Ferrand en France, Samuel Sidibé décroche une maîtrise en histoire de l'art avant de présenter une thèse à Paris 1 Sorbonne sur l'archéologie funéraire de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes en 1980. Rentré au pays après les études, l'archéologue intègre la fonction publique par l'Institut des sciences humaines où il dirige des fouilles archéologiques pendant 7 ans. Puis, il devient en février 1987 le directeur du musée national. Face aux défis du moment, l'homme s'érige en rempart contre le vol et le bradage du patrimoine culturel national. Le pays était victime de pillages importants. Les sites archéologiques étaient considérablement pillés. Les objets étaient exportés illicitement. Nous avons profité de ce moment pour créer une véritable conscience autour de la nécessité de protéger le patrimoine. Par exemple, donc, les textes de loi qui permettaient de protéger le patrimoine, nous avons élaboré l'ensemble de ces textes. Et au-delà donc de l'élaboration de ces textes et de la mise en œuvre de ces textes, nous avons travaillé au niveau international avec des organisations comme le Conseil international des musées, comme l'ICOM, pour créer une véritable sensibilité autour du patrimoine culturel. Grâce à ces efforts et à travers achats, dons, legs et autres restitutions, le fonds du musée national est considérablement alimenté. Même dans cette salle, vous avez un objet ici qui a appartenu à Jacques Chirac, qui a été offert à Jacques Chirac, et qu'à cause donc de la bagarre que nous avons faite, cet objet, Jacques Chirac a été obligé de ramener cet objet au Mali. Il y a un autre objet ici qui a été acheté à l'époque par le musée de Kebrali, mais à cause de la bagarre qu'on avait soulevée, à cause de la sensibilité qu'on avait fait, le musée de Kebrali a retourné la pièce. Et beaucoup de pièces ici sont des pièces qui ont été retournées à cause du fait effectivement que nous avons créé au niveau international ce sentiment que ce patrimoine africain doit être préservé. Pour mieux conserver ces objets, Samuel initie un ambitieux projet de modernisation et d'agrandissement du musée national. On est passé de 400 mètres carrés de surface d'exposition à plus de 1000 mètres carrés de surface d'exposition. Toutes les salles que vous avez, la salle textile que vous avez vue, la salle d'exposition temporelle que vous avez vue, la boutique, etc., tout ça, ça fait partie effectivement de ce projet d'extension. Parmi les prouesses du docteur Samuel Sidibé au musée national, on note également l'exposition Les Vallées du Niger qui a bénéficié de la collaboration de 8 autres musées dont 6 africains et 2 français en 1992. Ajoutez à cela l'impressionnante exposition contemporaine intitulée Contact Zone en 2005. Après 30 ans de service à la direction du musée national, Samuel fait valoir ses droits à la retraite en 2017. Depuis, il dirige le parc national qui est aussi l'émanation d'un des projets dont il fait partie des initiateurs. Un projet qui englobe promotion du patrimoine culturel, protection du patrimoine naturel et sauvegarde de la biodiversité. Si vous regardez la topographie des lieux, vous avez d'un côté le musée, vous avez le parc botanique et vous avez le parc zoologique. Et l'idée, c'était donc de faire en sorte que la question de la culture et de la nature soit pris ensemble. Sous son leadership, le parc enregistre plus d'1 million de visiteurs par an.
Samuel Sidibé, c'est de la constance au service de la culture. Ainsi, il fut délégué général de la Biennale africaine de la photographie ou les rencontres de Bamako de 2005 à 2017. Ces pionniers de la lutte contre le trafic illicite des biens matériels prônent à la fois conservatisme et contemporanéité dans la concrétisation du Malikoura. Et je pense que le Malikoura doit contribuer à mettre des valeurs en exergue. Notre passé, oui, il est important parce qu'il est porteur de valeurs, il est porteur de savoir, il est porteur de conscience. Mais aujourd'hui, ce passé doit servir à construire les valeurs contemporaines. Et ce sont ces valeurs contemporaines qui doivent être liées effectivement à notre capacité créative qui vont faire effectivement que le Malikoura va se construire. C'est avec joie, fierté et modestie que les septuagénaires abordent les mois dont il est désigné parrain par le département en charge de la culture. La culture a été donc au cœur de ma vie, de toute mon activité professionnelle. Et je pense que si je peux aider à ce qu'il y ait un petit plus pour ce mois, je suis complètement disponible à le faire. Figure charismatique de la protection du patrimoine culturel, Dr Samuel Sidibé, bien que tombé dans les chaudrons de l'art par hasard, incarne la conscience populaire de conservation de l'immense réservoir culturel dont dispose le Mali. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes invité à suivre l'édition de 20h qui sera présentée par Khadija Toukouni. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 13h sur ORTAM 1. Plaise à Dieu.